Salut à tous, et c'est reparti pour un épisode de Netageo, et aujourd'hui on va parler de la Mega Drive Mini sur laquelle j'ai pu enfin mettre les mains. Et oui, la Mega Drive Mini était disponible en démo lors du Sega Fest 2019. Et oui, parce que depuis le Sega Fest 2018, on n'avait plus rien entendu sur la Mega Drive. Et lors de ce Sega Fest 2019, enfin, on a eu des annonces sur la Mega Drive Mini et la possibilité d'y jouer. Alors je reviendrai sur le Sega Fest parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cet événement, mais aujourd'hui, on se concentre sur la Mega Drive Mini. Alors, ça y est, on sait, la Mega Drive Mini va sortir le 19 septembre dans le monde entier. Chaque pays aura le droit à sa version. Alors par exemple, les Américains, ils auront une version, un modèle Genesis, donc avec le logo Genesis dessus. En France, on aura bien sûr la console avec le bouton reset blanc et le logo 16 bits un peu plus petit. Et puis les Japonais, ils auront leur console originale, donc la console avec le gros logo 16 bits et le bouton reset bleu. Pour l'instant, au Japon, 2 packs sont prévus, un pack avec une manette et un pack avec 2 manettes. Le pack avec une manette sera au prix de 6 980 yens, et le pack avec 2 manettes sera 2000 yens plus cher, à 8 980 yens. Et 40 jeux seront disponibles. Alors personnellement, vu les images, il semble que le pack avec la première manette, ce sera le package que j'ai juste derrière là. Hop, on va sortir sans tout casser. Donc le package de la console originale, voilà, sorti en 1988 au Japon. Et 1988 quand même, ça remonte. Et là aussi on peut voir qu'il n'y a qu'une seule manette, voilà. Alors la différence, c'est que les manettes ne sont pas les manettes originales, ce sera des manettes à 6 boutons. Pour l'Europe, la console est prévue au prix de 80 € environ, et seul le modèle avec 2 manettes sera disponible. Et les manettes, ça sera des manettes 3 boutons. On va parler maintenant de la console mini. Donc la Mega Drive Mini, c'est exactement la même tête que la console originale, donc là que j'ai ici, sauf en plus petit, 55% de la taille de la console originale, une quinzaine de centimètres de large. Et après, c'est la même chose, c'est vraiment, ça se ressemble pareil, même au niveau des manettes en fait, le trou pour les manettes, bon c'est des ports USB, mais c'est passé au même endroit. Là, on a le bouton Reset qui lui sert à afficher le menu, le bouton Switch Power qui lui sert à éteindre, à allumer la console. Derrière, on a un port USB pour l'alimentation et une prise HDMI pour brancher à la télé. Le truc qui est marrant, c'est quand même ils sont pris la tête à faire qu'on puisse bouger le bouton du son comme la console originale, et même pour le clapet, enfin le couvercle au-dessus de la fente des cartouches, il s'ouvre et se ferme quand on appuie dessus. Voilà, ça sert à rien, mais Sega l'ont fait et ça fait plaisir aux fans. Maintenant, on va parler de la manette. Alors là, j'ai la manette originale de la Mega Drive 2, parce que la manette qui est utilisée sur la Mega Drive Mini, c'est pas la première manette qui est sortie avec le premier modèle Mega Drive avec 3 boutons, mais non, le Fighting Pad comme on l'appelle, avec les 6 boutons, ce qui est un choix qu'on comprend, parce que avec 3 boutons pour certains jeux, on peut être mal. Et puis surtout, l'avantage, c'est qu'il y a le bouton mode ici, qui permet à tout moment d'afficher le menu de la Mega Drive Mini, ce qui est très pratique. Alors, je l'ai pris en main, j'ai essayé de comparer, toucher et tout, honnêtement, c'est la même chose. Les boutons, le plastique, tout ça, c'est... Franchement, je vois pas la différence. Alors peut-être qu'il aurait fallu que je ramène ma manette sur place, que je les compare et tout, mais bon, ça me prenait la tête, j'ai pas fait. La seule différence que je vois, c'est que au niveau du contour mat, c'est plus joli sur la Mega Drive Mini, c'est un peu plus mat. Enfin, cette manette, ça fait des années que je l'utilise, et depuis, elle a un peu été plus lisse, elle devient un peu plus lisse, donc je peux pas dire que si c'est différent ou pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la version européenne, ça sera une manette 3 boutons. Mais enfin bref, la console et la manette sont vraiment jolies. Maintenant, on va parler un petit peu de la partie software. La console a une résolution de 720p, elle peut être aussi compatible à 480p en fonction des moniteurs. Concernant l'émulation, c'est M2 qui s'en occupe. Alors M2, c'est les gars qui s'occupent depuis des années de faire les adaptations de jeux Mega Drive, que ce soit sur la PS3, la Xbox. Si vous regardez bien, c'est souvent le logo M2 qui apparaît, donc c'est des pros dans le genre. Donc là encore, souci de faire quelque chose de bien de chez Sega, donc ça fait vachement plaisir. Et surtout, M2 ont fait de magnifiques collections qui étaient sorties sur 3DS. Voilà, ces collections archive, donc 3 jeux, comprenant chacun plusieurs jeux. Donc il y a des jeux Mega Drive, mais il y a aussi des jeux d'arcade. Et par exemple, le premier qui est sorti, on a dedans Space Harrier et Outrun, compatible 3D s'il vous plaît. Donc ça veut dire que les mecs, ils ont refait le jeu pour que ce soit, pour qu'on ait l'effet 3D sur la 3DS, et ça rend vachement bien. Surtout que c'est les versions arcade, j'ai vraiment adoré ce truc-là. Il y a l'arcade hang-on quoi. Enfin bref, c'est une super bonne collection, et en plus les jeux, je me rappelle, coûtaient environ 4000 yens à l'époque. Donc si ils vendent encore ça quelque part, je vous les conseille parce que c'est quand même intéressant de voir ces jeux comme ça d'arcade en 3D.
Enfin bref, on revient sur la console mini. Donc comme je disais, à tout moment, on peut afficher le menu en appuyant sur le bouton reset ou sur le bouton mode. Il y a 4 slots qui permettent de sauvegarder sa position dans le jeu, donc on peut reprendre après sur cette position. Par contre, on n'avait pas encore accès au menu concernant les options graphiques, donc, parce que tout ça, encore le menu est encore en cours de développement. Et dans le menu de sélection des jeux, il y a une petite musique. Et cette musique, elle est faite par Yuzo Koshiro, donc le fameux gars qui a fait les musiques de Street of Rage, The Super Shinobi, et j'en passe. Là encore, on sent le souci du détail de Sega, donc ça fait vraiment plaisir. Et pareil, pour l'interface des menus de la section du jeu, ça risque de changer. Pour l'instant, c'est encore en cours de développement. Au Sega Fest 2019, il y avait un coin où on pouvait essayer les Mega Drive Mini, donc il y avait 10 consoles, et chaque console comportait 10 jeux. Alors ce que je vous propose, c'est de passer en revue vite fait les jeux qui étaient disponibles, et on commence tout de suite avec Space Harrier 2. J'avais adoré le premier Space Harrier sur arcade, avec ces espèces de bornes qui vous secouent dans tous les sens, trucs futuristes et tout. Bon, c'est sorti en 86. Je me faisais un petit plaisir de récupérer ce Space Harrier 2. Et voilà, au premier abord, j'ai joué, j'ai trouvé que le personnage était gros et tout. Je me suis dit, ouais, c'est pas mal et tout, sauf qu'au niveau du framerate, c'est beaucoup plus lent que ce qu'on a pu avoir en arcade. Donc j'étais un petit peu déçu sur le truc, et c'est pas le jeu spécialement spécial que j'aurais voulu dans la collection des Mega Drive Mini. Même le son, je préfère le premier Space Harrier. Le deuxième jeu, c'est Race Ball. C'est un jeu développé par Namco, sorti en 1991, qui est aussi un espèce de football du futur, où on peut se mettre des nions à tout bout de champ pour prendre la balle. Alors moi, ce jeu-là, j'ai jamais été vraiment fan. J'ai toujours eu du mal à y jouer. Je sais pas, il y a un truc qui va pas entre moi et ce jeu. Mais il semble qu'au Japon, il y ait beaucoup de fans de ce jeu. Donc, je pense que quelque part, il y a des fans qui ont dû dire « Ouais, on veut ce jeu-là, on veut ce jeu-là », donc voilà, il est dans la liste. Ensuite, Rental Hero, c'est un RPG avec des phases d'action sur le côté, et c'est marrant parce que ce jeu, à l'époque, m'a fait penser à Sword of Vermilion, un RPG auquel j'ai passé beaucoup de temps, parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent, en tant que fan de RPG au début de la Mega Drive. Il y avait Fantasy Star 2 que j'ai fait, et puis après j'ai attendu je sais pas combien de temps, et il y a Sword of Vermilion qui est sorti. Et Rental Hero, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que vous avez ces phases vues de haut, et quand vous passez en mode de combat, vous avez des phases d'action vues de côté. Je me rappelle qu'à l'époque de Sword of Vermilion, ça m'avait impressionné. Enfin bref, le jeu en lui-même est assez intéressant, vous jouez un héros, où en fait on vous donne des missions, et c'est assez comique, il y a pas mal de trucs assez comiques, sauf qu'à l'époque, moi je comprenais pas grand-chose à leur blague, vu que c'était tout en japonais. La Mega Drive Mini, ça serait l'occasion de refaire ce jeu, et je sais qu'au Japon, il y a beaucoup de fans, ça fait 4-5 ans que dans le monde du rétro gaming japonais, on entend de plus en plus parler de ce jeu, alors que Rental Hero, à l'époque, je n'avais pas l'impression que c'était si connu que ça, voilà. Maintenant, j'étais pas au Japon pour vérifier. L'autre jeu, c'est Shining Force Kamigami no Isan, donc Shining Force, le premier Shining Force sorti en 1992, sorti en 93 en France, il a pris son temps, et c'est un jeu que j'avais adoré. Shining Force et Land Greaser, ça fait partie des jeux qui m'ont fait aimer le genre tactique RPG ou simulation RPG comme on dit en japonais. Donc vous placez vos personnages de façon stratégique pour mener la victoire. Et en plus ce qui est bien dans Shining Force, c'est que dans les villages, tout ça, si on parle avec les gens, on peut des fois récupérer de nouveaux personnages. Et bien sûr, ils ont tous des propriétés différentes. Et vraiment j'avais adoré, même la musique et tout, j'ai passé du temps sur ce jeu, c'est un truc de fou. Ensuite, Sonic the Hedgehog 2, sorti en 1992, et je me rappelle quand ce jeu est sorti, je l'ai pris le jour même et j'ai passé ma nuit à y jouer. C'est un Sonic qui monte d'un cran de plus que le premier Sonic, et en plus qui a un mode qui permet de jouer à deux avec l'apparition Tails. Alors ce qu'il faut savoir, que ce soit Shining Force ou Sonic, en fait Sega a fait un système de vote national via les réseaux, où on pouvait choisir entre par exemple Sonic ou Sonic 2, Shining Force 1 ou Shining Force 2. Et donc les gens ont choisi Shining Force le premier et Sonic 2. Et c'est un choix, je suis complètement d'accord. Donc comme quoi que les gens ils sont pas complètement débiles. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un vote sur beaucoup plus de jeux. Mais là je pense que ça serait compliqué à gérer. Gunstar Heroes, sorti en 1993. Donc ça c'est un jeu développé par Trésor, c'est d'ailleurs le premier jeu développé par Trésor. Trésor, cette fameuse boîte qui a travaillé pendant des années à développer des jeux pour le hard de Sega, donc la Mega Drive, Saturn et Dreamcast. Et ce qui est marrant, c'est que Trésor est à l'origine des anciens de Konami en fait, qui avaient travaillé sur Contra Spirit, entre autres, donc qui s'appelle Super Probotector Alien Rebel quelque chose en français. Franchement, je n'arrive pas à me souvenir du nom.
et Contra 3 en anglais. Et donc c'est leur premier jeu. Alors c'est un jeu chouette, bon il y a plein de disent qu'il est mortel et tout, moi j'aime bien. Mais pas plus que ça, c'est vrai que le gameplay est intéressant. En fait mon seul problème c'est que j'ai un peu du mal avec le character design de ce genre de jeu. En fait l'aspect graphique des personnages, c'est un peu la même chose pour Dynamite Headdy. C'est vrai que les jeux sont bien, mais je sais le caractère design, je sais pas, ça passe pas. Voilà, alors en fait c'est chiant de les prendre tous un par un en fait, c'est chiant. L'autre jeu, c'est Vampire Killer, appelé Castlevania The New Generation en Europe. Voilà. Ils ont quand même gardé le nom Castlevania parce que au Japon, Akumajo c'est plus un truc de chez Nintendo. Et donc c'est le seul Castlevania de la Mega Drive qui est sorti en 1994. Et malheureusement, avant, il y a le Castlevania de la PC Engine qui est sorti, donc Round of Blood, qui est tout simplement magnifique. Et du coup, après avoir joué à cette version PC Engine, quand tu joues à la version Mega Drive, ça coince quand même. Moi je me souviens que j'étais... Voilà quoi, j'étais un peu déçu. Le jeu est bien, ça reste un bon jeu pour la Mega Drive, mais tu prends une claque avec la version PC Engine, tu reviens, tu joues à la version Mega Drive, c'est quand même plus difficile. Alors aujourd'hui, maintenant, ce jeu, tout le monde dit ouais, c'est mortel, il est super coté et tout, mais moi je me souviens qu'à l'époque, c'était pas le cas. Enfin, je me souviens qu'à l'époque, il est resté dans le magasin pendant je sais pas combien de temps ce jeu, et c'est pas super bien vendu. Hein. Donc Puyo Puyo 2 ou Puyo Puyo 2, sorti en 1994, ce qui est là aussi relativement tard, et c'est un Puyo Puyo avec lequel j'ai joué énormément avec les potes. Et s'il y a un puzzle game à choisir pour la Mega Drive, je pense que ça c'est un bon choix. Alors ce jeu aussi, il y a eu une élection pour choisir entre Puyo Puyo et Puyo Puyo 2, et ben les gens ont choisi Puyo Puyo 2, encore une fois, un bon choix, merci tout le monde. Voilà, l'autre jeu c'est Comic Zone. Alors Comic Zone c'est sorti en 1995, et je vais être honnête avec toi, quand ce jeu est sorti, je l'ai pas vraiment calculé, parce que moi j'étais plus sur la PlayStation et la Saturn à l'époque. Il n'empêche que c'est un très bon jeu d'action, vraiment graphiquement bien fait, avec tu vois, graphique un petit peu comique américain, et le personnage rentre dans une BD. Et ce qui est mortel, c'est que tu passes de case en case, et des fois tu peux choisir les cases où tu veux aller. Il y a des systèmes d'objets, des switches, des trucs planqués, avec le personnage, il y a un personnage qui t'indique tout le temps, qui te donne des informations, avec les bulles de messages qui sortent tout le temps. Alors t'es vachement occupé parce qu'il faut jouer, il faut lire les bulles des mecs et tout, alors quand c'est en japonais tu pleures. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai redécouvert ce jeu quelques années plus tard dans la collection Sonic pour GameCube, donc cette collection Sonic pour GameCube qui contient 7 jeux, et dedans, en jeu caché, il y a Comic Zone. Ensuite, le 10e jeu, donc le dernier jeu, c'est Mado Monogatari, sorti en 1996. Alors ce qui est marrant, c'est que quand j'ai joué ce jeu, à l'époque j'ai dû jouer en 97, un truc comme ça, déjà je trouvais ce jeu rétro à l'époque, et c'est tout à fait normal parce que ce jeu est à l'origine un jeu sorti sur MSX2 en 1990, qui a été remake pour la Game Gear, et la version Mega Drive c'est en fait un remake de la version Game Gear. Donc du coup, depuis la version MSX, le jeu a vraiment évolué, et c'est un jeu d'RPG en vue à la première personne, un petit peu comme Phantasy Star, où tu te déplaces dans des labyrinthes. Alors l'avantage c'est que là quand même tu as un bouton pour afficher une carte, et que quand tu rentres en mode combat, eh ben tu fais des coups à la Street Fighter, genre en haut, bas, demi-cercle, pour faire des magies, et en fonction de la commande que tu rentres, tu vas faire des magies de feu, des magies de glace, et j'ai trouvé ça, c'est un jeu, c'est marrant que même aujourd'hui on y joue, on est tout de suite aspiré par ce jeu avec cette espèce d'ambiance graphique, parce qu'on retrouve les personnages de Puyo Puyo. Je sais pas, il y a un truc qui se dégage de ce jeu. Je suis pas contre qu'il soit dans la liste de la Mega Drive. Par contre, il sortira sûrement pas dans la liste des jeux Mega Drive français. Donc voilà, c'est tout pour le line-up des jeux qui seront disponibles pour l'instant, qui ont été décidés pour l'instant pour la Mega Drive japonaise. C'est plutôt un bon choix, à part deux, donc Space Harrier et Wrestle Ball. Mais sinon, ouais, le reste des jeux, je trouve ça pas mal. Pour la liste des jeux en Europe, on sait que Sonic, Echoes the Dolphin, Castlevania, Space Harrier 2, Comic Zone, Altered Beast ou encore Gunstar Heroes seront disponibles. Alors concernant l'émulation en elle-même, alors j'ai essayé de me prendre la tête à jouer par exemple à Sonic 2, des jeux qui sont dynamiques et tout, pour voir s'il y avait des problèmes. Franchement, j'en vois pas. Que ce soit au niveau de l'image ou du son, il n'y a pas de problème. C'est M2, les mecs ils savent ce qu'ils font. Et même au niveau graphique, au niveau pixel, on les voit bien, il n'y a pas de filtre bizarre. Enfin, j'en ai pas vraiment remarqué. Pour l'instant, on n'a pas accès au menu d'options pour pouvoir changer l'aspect vidéo, donc je peux rien dire là-dessus. Mais, au premier abord, que ce soit visuellement au niveau du hard et au niveau de la partie émulation, franchement, c'est du bon boulot.
Les mecs, ils sont bien partis pour faire plaisir aux fans, et je suis assez pressé que cette petite console sorte. Maintenant, allez savoir ce qu'ils vont nous préparer comme jeu, parce qu'il reste encore 30 jeux qui n'ont pas été annoncés. Alors j'ai sorti là, toute une ribambelle de jeux en me disant quel jeu j'aimerais bien pour cette console et tout. Alors, pour moi, je pense que c'est vraiment un problème de sentiment. Moi, le premier jeu que j'ai joué sur Mega Drive, c'est celui-là, Shinobi, The Super Shinobi, que j'ai joué en 89, et ça a été une claque complètement incroyable. Tu joues à la NES, enfin t'as une NES chez toi, et puis tout d'un coup tu joues à ça, tu te dis putain c'est pas possible, surtout que j'étais un fan de Shinobi en arcade. Et quand j'ai joué à ça, c'était la claque totale, surtout qu'en plus avec les écrans de l'époque, t'as l'impression que c'était super réaliste, et les musiques quoi. Yuzo Koshiro quoi, je m'en suis pris dans la tête, donc j'aimerais bien que ce jeu sorte. Je vais le remettre sans tout casser. Après, 3 grands titres qu'il faut absolument, c'est Shadow Dancer, Street of Rage et Thunder Force 3, parce que je suis un fan de Thunder Force 3. Thunder Force 3, ça a été la claque. En fait, j'y ai joué avant Moucher à l'Est, ça a été une claque ce jeu. La musique, les graphismes, c'était un truc de ouf. Alors il y en a qui m'ont dit aujourd'hui, ouais mais Thunder Force 4 c'est mieux et tout. Bah écoute, moi à l'époque, quand j'ai joué à Thunder Force 4, j'ai moins eu le choc que ce que j'ai eu avec Thunder Force 3. C'est vrai que Thunder Force 4, il est bien, mais je préfère la musique du 3, et en plus je trouve que Thunder Force 4, c'est un peu plus fouillis. Alors bien sûr, c'est vrai qu'au niveau du gameplay et tout, ça, c'est un cran au-dessus, mais en plus Thunder Force 4, il y a des ralentissements. Voilà, après franchement, au niveau des shoots de la Mega Drive, on est gâté. Il pourrait mettre une dizaine de shoots, je dirais pas non. Moucha à l'Est, Jinwoog, des jeux comme ça, Jinwoog, Grand Lancer, enfin voilà, Jinwoog, Grand Lancer, tous ces jeux-là, franchement, on est gâté. Hein. Au niveau jeu de shoot, la Mega Drive, il y a plein de trucs. Alors je vais pas tous les sortir. Il y a aussi bien sûr Street of Rage 2, Makaimura qui est, enfin Dai Makaimura qui était magnifique. Alors Dai Makaimura, c'est un des jeux sur lesquels j'ai passé énormément de temps sur Mega Drive parce que j'aimais bien l'arcade. Et quand j'ai vu la qualité de la version Mega Drive, mais j'étais fou quoi. C'est un truc, franchement, regardez-moi cette pochette magnifique quoi. Il y a aussi ça. Story of Thor qui s'appelle Beyond Oasis, un chose comme ça en français. C'est un magnifique jeu quoi. Au niveau graphique, c'est vraiment au niveau 2D, ça fait partie du top pour le 16 bits quoi. Et c'est comme Aladdin qui doit être quelque part par là. Aladdin. Puis des jeux comme ça aussi. Contra. Bon, je vais pas tous les sortir parce que sinon je vais pas m'en sortir. Il y a des petits jeux comme ça que tout le monde connaît pas forcément, comme Lord of Monarch, qui est vraiment, pour moi, la version Mega Drive, ça fait partie l'une des meilleures versions de ce jeu, et c'est pareil, c'est un jeu de tactique RPG que j'avais vraiment aimé à l'époque, qui est sorti relativement tard. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de bons jeux. Je veux dire, Landstalker, Ys 3, qui a de magnifiques musiques version Mega Drive, ils sont clean. Golden Axe, il est là, Golden Axe, le Mickey, Castle of Illusion, Soleil, que j'avais refait complètement sur Twitch. Mais bon, je vais pas tous les citer parce qu'on va pas s'en sortir, il y a vraiment beaucoup de jeux sur Mega Drive. Pour ceux qui ne connaissent pas la Mega Drive, qui était plus Nintendo, et ben franchement, la Mega Drive Mini c'est l'occasion parce que c'est pas cher et ça va vous permettre de découvrir tous ces titres d'arcade. Et vraiment, la Mega Drive pour ça, elle cartonnait. Y a pas à dire. Et aujourd'hui, c'est une console qui m'a vraiment marqué parce que c'est ma première console japonaise. C'est la console qui m'a ouvert les yeux sur l'import. Et après, bien sûr, j'ai découvert la PC Engine, j'ai découvert bien sûr la Super Famicom, la Neo Geo, tout ça s'est enchaîné. Mais tout commence en 89 avec The Super Shinobi. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Alors maintenant, on va garder un œil sur les annonces de Sega pour savoir qu'est-ce qu'ils vont nous sortir prochainement. On va attendre septembre pour l'essayer vraiment et faire un vrai test sur cette console. Voilà, je te remercie d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout et je te dis à très bientôt sur Netageo Soledewa. Sayonara.